Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. La famille de Rodney Moudras réclame justice. Au 4e jour du procès, où comparaissent 2 prévenus, l'heure était aux plaidoiries des parties civiles. Les réquisitions du parquet sont attendues demain. Jour de plénière à l'Assemblée de Martinique, les élus ont voté ce jeudi le budget primitif de la CTM pour l'exercice 2025. Il sera en augmentation, enveloppe globale 1,52 milliard d'euros. La célébration de 40 ans d'existence au service de la formation professionnelle. Le lycée Lumina Sophie organisait ce matin des festivités pour marquer les 4 décennies du baccalauréat professionnel. Un village de Noël solidaire a été initié pour l'occasion par les élèves eux-mêmes. 4e jour du procès du meurtre de Rodney Moudras aux assises de Martinique. Aujourd'hui, place aux plaidoiries des parties civiles. Des prises de parole très fortes et très émotionnelles. Les avocats ont rappelé l'impact de ce meurtre sur une famille entière. Un fils qui a grandi sans père et une mère toujours dans l'attente de la vérité. Ils ont aussi dénoncé l'absence des commanditaires dans ce procès et appelé les jurés à rendre la justice attendue depuis plus de 10 ans. Les avocats ne parlent plus aujourd'hui seulement des faits, ils parlent des vivants, de ceux qui restent depuis le 26 février 2014. À la barre, une avocate évoque d'abord Cameron, l'un des fils de Rodney Moudras, un enfant devenu adolescent sans son père. Ce souvenir, c'est mesurer chaque jour ce qui a été arraché, plaide-t-elle. Cameron a grandi sans père, il a été entouré, aimé, mais ce n'est pas la même chose quand on est un garçon. L'avocate lit ensuite une lettre écrite par l'adolescent à l'attention de la cour. Vers l'adolescence, son absence a commencé à me manquer. Je pleurais en cachette, j'ai un manque de confiance en moi parce qu'une mère ne peut pas faire le travail d'un père. Je suis un adolescent qui essaie de grandir avec ce manque. Un silence lourd s'installe dans la salle. Les plaidoiries reviennent aussi sur l'attente interminable des proches. Près de 10 ans d'enquête, des recherches menées parfois par la famille elle-même et un sentiment persistant d'inachevé. Les avocats dénoncent aussi l'absence des commanditaires dans le box. Oui, il manque des accusés dans cette salle, mais les tueurs à gages, les exécutants, vous les avez sous les yeux. Les accusés sont directement mis face à leurs contradictions. L'un nie avoir tenu une arme alors que son carnet intime évoque son précieux Glock. L'autre se dit traumatisé, mais se photographie avec la chaîne de la victime comme un trophée, selon la partie civile. L'avocat de la famille insiste sur l'absence de remords. Pas une seule demande de pardon, souligne-t-il. Les parties civiles étaient en droit de l'attendre, parce que le pardon est parfois la seule chose qui permet d'avancer. Autre douleur rappelée à la cour, celle de la mère de Rodney Moudras, présente lors de la fusillade. Elle n'a toujours aucun lieu pour se recueillir, le corps de son fils ayant été déplacé sans qu'on puisse aujourd'hui lui dire où il repose. En conclusion, les avocats s'adressent directement aux jurés. Demain, lorsque vous vous retirerez pour délibérer, vous aurez un pouvoir immense entre vos mains, celui de rendre la justice attendue depuis 12 ans pour un fils, pour une mère et pour une société marquée par les balles. Demain matin, l'audience se poursuivra avec les réquisitions de l'avocate générale, avant enfin le verdict de la cour d'assises. 1,520 milliard d'euros, le montant du budget primitif général adopté par la CTM pour l'exercice 2026. Un budget que l'on pourrait qualifier d'optimisation des recettes. Une enveloppe composée de dépenses obligatoires comme le financement du social, les charges de personnel et les engagements déjà pris en 2025. À côté de cela, viennent les investissements et développement du territoire, axés sur la culture, la transition écologique, le transport, ou encore la modernisation des établissements scolaires, l'une des priorités, par exemple. Les investissements concernent, on prend toujours comme priorité l'éducation, c'est-à-dire la formation dans les lycées et collèges. C'est une des priorités de la collectivité, améliorer, mettre des bâtiments sous forme parasismique. Tout ça a un coût, de nouveaux collèges, Morne Rouge, des études sont lancées. Et puis, en même temps, il y a les investissements, toujours pour le TCSP, avec investissement d'achat de nouveaux bus. Il y a un certain nombre d'investissements comme ça qui sont très importants pour la Martinique, qui se retrouvent dans ce budget de près de 300 et quelques millions d'investissement. Un budget 2026 en augmentation de plus de 60 millions d'euros par rapport à 2025, mais établi dans un contexte où l'État se désengage et transfère ses charges vers les collectivités. L'opposition dénonce un budget qui risque d'endetter la Martinique. Que pour la première fois, la dette va dépasser le milliard d'euros, c'est-à-dire on compromet les générations futures
En même temps, nous voyons que le PCE fait un tas de promesses. Les promesses ne sont pas chiffrées. Et avec un budget à la baisse, c'est un budget d'austérité qui va faire souffrir beaucoup de partenaires de la collectivité. Une dette d'1 milliard d'euros comme une épine dans le budget de la CTM. Mais ce budget 2026 marque la volonté d'optimiser les recettes afin de mener à bien le développement local, malgré un État moins généreux. Insularité, climat, nouveaux usages. Le système électrique martiniquais est à un tournant. À Fort-de-France, le syndicat mixte d'énergie de Martinique organise une conférence de conjoncture énergétique. Objectif, dresser un état des lieux du réseau et anticiper les besoins à venir. Vous êtes dans une île, vous aurez toujours besoin d'avoir une réserve d'énergie fossile parce que demain, un cyclone passe, il rase toutes les éoliennes. On perd ça. Vous avez un tremblement de terre, tous les réseaux sont interrompus, on perd ça. Nous sommes sur une île et on peut faire ce qu'on veut, à la différence du continent où vous avez le moyen, s'il y a une problématique sur une production, d'aller la chercher ailleurs, même dans le pays voisin. On ne peut pas faire ça ici. Avec une consommation en hausse et un territoire insulaire contraint, la sécurisation de l'électricité devient un enjeu stratégique pour l'île. EDF analyse les tendances de production et de consommation pour garantir l'équilibre du système électrique. Pour aider la Martinique à être moins dépendant des énergies qui viennent d'ailleurs, quand vous produisez localement avec de l'éolien, avec du photovoltaïque, eh bien, non seulement vous décarbonez la planète, mais vous aidez l'entreprise, vous aidez la Martinique à être plus autonome en énergie. Puis on a eu un deuxième sujet, c'est celui de la consommation d'électricité. Trouver des solutions pour consommer moins. D'abord, ça fait du bien, je disais, à la planète par rapport à l'empreinte carbone, mais ça fait du bien aussi à son porte-monnaie et avoir de l'électroménager plus performant, mettre en place des chauffe-eau solaires, faire de l'isolation, faire en sorte qu'on consomme moins d'électricité. L'Agence de la transition écologique accompagne la Martinique dans ses choix climat-énergie. Objectif, réduire la dépendance aux énergies fossiles et accélérer la transition vers un modèle plus durable. La transition énergétique s'impose comme une nécessité face aux enjeux climatiques. En Martinique, aujourd'hui, on bénéficie, mais comme l'ensemble du territoire français, d'un dispositif de péréquation qui fait que, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, on paye l'électricité le même prix. Or, produire de l'électricité en Martinique, parce que c'est principalement issu des énergies fossiles, ça coûte 4 à 7 fois plus cher qu'en France. Donc il y a cette réalité de coût à laquelle il faut aussi faire face et donc trouver les solutions au travers de la transition. Adapter le réseau, produire autrement et consommer mieux. En Martinique, la transition énergétique est en marche. Un défi collectif pour garantir l'électricité de demain. À partir de janvier 2026, une nouvelle règle européenne pourrait alourdir les coûts en Martinique. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières inquiète les professionnels du BTP, du ciment et de l'agriculture. Un dispositif climatique aux effets redoutés sur des secteurs déjà fragilisés que les acteurs économiques qualifient de double peine pour le territoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant un fait accompli sans nous interroger. On nous annonce une mesure qui va être effective au 1er janvier 2026. Ce n'est pas nous qui est important, c'est l'usine. Et c'est une usine locale qui a l'habitude de travailler en fonction des besoins des producteurs, puisque nous avons quand même une topographie où nous avons des sols qui sont plus ou moins riches et qui travaillent à l'équilibre de certaines dans nos parties zones géographiques et qui faisaient un travail formidable. Aujourd'hui, est-ce que cette usine que nous avons localement ici pourra continuer à faire ce travail-là pour nous si ça devient de plus en plus cher pour eux. EDF en fait comporte effectivement plusieurs zones d'ombre. Déjà en fait la fluctuation des produits en fait des matières premières. Déjà pour nous en fait le ciment, on ne sait même pas à quelle sauce on sera bouffé. Et surtout en fait tout l'impact que cela en fait va créer en fait sur la production. Déjà que nous sommes dans un milieu qui est déjà assez amputé de problématiques. On a eu la crise du Covid récemment. Nous avons également eu la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce dispositif. Ça va directement impacter notre importation de matières premières, notamment une matière première principale qui s'appelle l'urée, qui rentre dans la quasi-totalité de nos productions, de nos fabrications d'engrais NPK. Donc c'est une matière première qui, d'après les dernières simulations, risque d'augmenter de 30%
Je dis d'après les dernières simulations, parce que vous avez bien compris qu'avec ce dispositif, rien n'est fixé, la calculette est en place, mais les inconnus sont encore nombreuses. Donc a priori, aujourd'hui, on serait taxé à hauteur de 30% sur cette matière première-là, ce qui aurait pour impact une augmentation comprise entre 15 et 20% sur nos formules d'engrais NPK. Ce qui est effectivement une augmentation extrêmement significative pour des agriculteurs qui sont déjà dans une situation très compliquée. L'effervescence de Noël plane sur le lycée Lumina Sophie qui célèbre les 40 ans du baccalauréat professionnel. Un village de Noël pédagogique et solidaire est sorti de terre pour l'occasion. L'ensemble des classes et formations sont mobilisées pour le projet qui permet aux élèves de mettre en pratique leurs apprentissages dans de réelles conditions. Un événement pour lequel les étudiants de CAP, équipiers polyvalents du commerce, sont particulièrement investis. Ça peut nous aider à travailler ensemble et à acquérir plus de compétences professionnelles et aussi à nous ramener un peu d'argent pour nos futurs projets. Oui, je suis très contente parce qu'on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Parce qu'on a tout donné pour essayer de réussir et du coup, au final, on est très fiers. Car c'est à des petits prix, tout le monde peut acheter, c'est accessible pour tout le monde. Donc, on a récupéré des jeans durant la semaine de décembre pour pouvoir vendre nos jeans sur ce stand. C'est des jeans qui peuvent avoir une seconde vie. Donc, en bon état, on les revend. Et le reste de nos jeans iront à une association. C'est pour lutter contre la pollution et la surconsommation. L'objectif, c'est de mettre en avant le cœur de métier de l'établissement qui est le commerce, la vente et l'accueil. Donc, toutes nos classes participent à ce village de Noël et avec un certain nombre de partenaires, bien sûr, puisque vous avez vu qu'on vend des fruits et légumes et nos partenaires ont été les parents d'élèves qui ont fait des dons, d'autres organismes qui nous ont fait des dons. Et c'est aussi un Noël solidaire parce que nous avons choisi de recueillir pour les enfants défavorisés un certain nombre de jouets à l'occasion de ce village de Noël. Basket, en match avancé de la 9e journée du championnat féminin. Hier soir, le Golden Star recevait l'Aiglon. À domicile, les Foyalaises entrent bien dans la partie. Elles prennent la direction des opérations. Et si les Lamantinoises tentent de rester au contact, à la fin du premier quart-temps, elles sont déjà menées de 17 points. Une avance que les protégés de Tony Ecanville essayent de réduire. Mais rien n'y fait, un ton au-dessus. Les Étoiles d'Or maîtrisent le match et contrôlent leur adversaire. À la mi-temps, le Golden Star mène de 12 points. À la reprise, le match ne change pas de physionomie. L'Aiglon tente de s'accrocher, mais fait face à des Foyalaises qui maintiennent la cadence. À la fin du troisième quart-temps, le Golden Star mène 54-37. Et la dernière manche n'est qu'une formalité. Les Goldenistes creusent l'écart et s'imposent sur le score de 74-51. Je pense qu'on pouvait mieux faire. On a quand même perdu beaucoup de ballons ce soir. C'est un peu ce qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus sur ça, qu'on insiste sur nos passes parce qu'on a beaucoup de pertes de balles et les pertes de balles, ça nous coûte très cher à des moments. Et au moment où on pourrait rester moins loin de cette équipe-là, mais bon, le Golden Star quand même, c'est une équipe expérimentée. Donc, on peut dire qu'on a essayé de faire au mieux. On gagne de 23 points. Bon, l'essentiel a été fait. Bon, c'est vrai c'est les fêtes. Bon, les joueurs n'étaient pas motivés comme les matchs précédents. Bon, les matchs précédents. Et nous, maintenant, bon, on va se reposer parce qu'on a beaucoup de joueurs blessés pour repartir sur de nouvelles bases pour la phase retour du championnat. Du côté des hommes, le Golden Star connaît son adversaire en 16e de finale de la Coupe de France. Il affrontera Gennevilliers, une formation de National 2. Je connais deux noms. De toutes les façons, c'est une équipe qui est en National 2, ça veut dire qu'elle a de la qualité, elle a de la masse athlétique.
et surtout elle sait jouer au basket. Donc il nous reste 4 semaines pour de préparation. Nous allons, avec les fêtes de fin d'année, nous allons tenter de faire au mieux. Et l'idée pour nous, c'est d'aller faire une compétition pour essayer de gagner. Et il n'y a pas de doute, si on est bien, si on joue tous ensemble, et si on est mobilisé, il n'y a pas de doute qu'on ne puisse pas le faire. Une rencontre qui se déroulera dans l'Hexagone le 24 janvier prochain. Un anniversaire exceptionnel. Ce jour-là, Jevina Riorni fête ses 107 ans. C'est entourée de ses proches, dans la maison de retraite où elle vit désormais, qu'elle célèbre une vie bien pleine. Elle aura traversé plus d'un siècle d'histoire, en cadeau rare marqué comme il se doit. Elle a été, on dit femme de ménage, elle a travaillé chez les gens au Lamentin et Ducos. Et à un certain moment, comme les parents étaient fatigués, elle a laissé son travail pour s'occuper de ses parents. Très active. Elle ne s'en rend pas compte, elle se sous-estime un peu. Et pourtant, quand elle résonne bien, c'est formidable pour elle. C'est une dame qui est toujours présente dans les activités, qui répond toujours. Bon, des fois, ça arrive qu'une activité ne lui plaît pas, donc elle fait son choix. Mais c'est une dame qui aide beaucoup les autres résidents. Donc, elle a 107 ans, mais elle va voir tout le monde. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde se porte bien? Même nous, elle nous dit, ça va, tu vas bien aujourd'hui. Elle pose des questions, elle est toujours bienveillante. Ça prouve quand même qu'à l'EHPAD, on permet aussi à la personne âgée de pouvoir garder son autonomie, de garder ses capacités pour arriver justement à cet âge-là. Donc, c'est un honneur de fêter aujourd'hui avec elle ses 107 ans et avec sa famille pour lui permettre justement de pouvoir, si Dieu veut, l'année prochaine, d'être toujours présente avec nous.